Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, dans la continuité du coup de notre mini-série sur les fonctions exécutives, aujourd'hui on va continuer et on va du coup aussi la finir. On va la finir avec quoi? On va finir avec la flexibilité mentale. C'est la plus inconnue, la plus mystérieuse, celle dont on ne sait même pas si en réalité finalement elle fait partie des fonctions exécutives, donc je pense que ça va être intéressant. Et aussi, du coup, ça va être très théorique, ça va être beaucoup plus théorique que le reste, où on était, enfin, aller un peu plus dans les mécaniques, etc. Et puis, ça va être aussi, du coup, beaucoup plus court que les autres, parce que j'ai un peu moins de choses à vous dire. Pour respecter la logique des autres vidéos sur les fonctions exécutives, je vais commencer avec une petite définition. Et on va déjà commencer avec un peu d'incertitude. Ouais, ça commence bien. Il y a énormément de définitions, et de définitions donc différentes, de la flexibilité mentale. Cependant, on peut quand même ressortir une certaine tentative de définition en disant que la flexibilité mentale, c'est une capacité qui permet d'adapter des stratégies face à des situations de notre environnement qui changent, que ce soit inhabituel ou pas. Ainsi, il va être nécessaire d'avoir une certaine flexibilité mentale quand on fait face à différentes tâches qui n'ont pas forcément, j'ai envie de dire, les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Par exemple, c'est le cas, on va dire, classique, du moins qui devient classique, c'est la notion de multitâche, qui est notamment en lien avec tout le côté du numérique et des écrans. Quand vous faites une tâche sur un ordinateur et qu'en même temps vous êtes sur votre téléphone, vous allez devoir avoir une certaine flexibilité mentale, tout simplement parce que vous n'utilisez pas l'ordinateur de la même manière ni pour la même chose que c'est le cas avec votre téléphone. Un autre exemple cette fois qui est un peu plus personnel, et je vais devoir aller dans ma cuisine. Oui, je vais être un peu dans le flou, mais c'est pas grave. Je sais même pas si là... Ouais, si vous me voyez. Parfait. Bon, vous voyez ce meuble là, il est magnifique, il est vraiment génial. Hein. Et puis, bon, le seul souci, oui, pour moi en tout cas, c'est un souci, c'est que au lieu de s'ouvrir par ici, il s'ouvre par là. Ce qui est très très chiant. Parce que oui, pour moi, c'est pas logique. Il devrait bien s'ouvrir de ce côté-là et pas de ce côté-là. Voilà. Hein. Je veux dire, c'est pas logique pour moi, mais du coup, il va falloir que je sois flexible pour m'habituer et du coup me dire, tiens, on ouvre par ici et pas de ce côté-là parce que ça ne marche pas. Du coup, je reviens par ici. Bonjour. Normalement, j'ai dû être flou et là, c'est un peu mieux là, je vois. Bref, un autre problème qu'on a avec la définition de la flexibilité mentale, c'est qu'on ne sait pas réellement où la placer. Est-ce que c'est un mécanisme, un processus qui est spécifique dans notre système cognitif, ou alors est-ce qu'il s'agit d'une propriété qui est présente au sein de différents processus cognitifs? Telle est la question que les scientifiques ne savent pas répondre actuellement. La première possibilité, donc, qui impliquerait un mécanisme unique et spécifique, voudrait donc dire que la flexibilité mentale serait une fonction exécutive. Ainsi, chaque processus cognitif, donc par exemple le langage, le calcul, je ne sais pas quoi, ne serait pas flexible par nature, mais il ferait appel aux fonctions exécutives dans le lobe frontal pour être devenir flexible. Il fait appel à la flexibilité mentale pour le devenir. La seconde possibilité, à l'inverse, elle propose du coup que la flexibilité mentale, ça serait une propriété de base de notre système cognitif. Cette distinction est faible, mais tout de même importante, et on n'en a aucune idée actuellement de savoir est-ce que c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. C'est aussi un problème parce que du coup, chez les personnes qui font preuve de ce qu'on appelle de la rigidité mentale, donc qui est une absence de flexibilité mentale, on n'a pas une explication, ou ne serait-ce qu'une ou deux explications qui seraient principales, on va dire, pour venir expliquer justement cette rigidité mentale. Et le truc, c'est que on a vraiment beaucoup d'explications potentielles, et malgré tout, c'est quand même improbable qu'il n'y ait qu'une seule explication qui réellement l'explique en fait, cette rigidité mentale. C'est tellement complexe que c'est très probable que ce soit une interaction entre différents mécanismes, ou des mécanismes qui dysfonctionnent, et qui expliquerait du coup cette absence de flexibilité. Et on a vraiment des explications potentielles qui sont différentes. Hein. Par exemple, on aurait une incapacité, enfin une faible capacité d'inhibition,
une faible capacité d'attention sélective, une faible capacité à pouvoir désigner, entre guillemets, plusieurs utilisations d'un objet, donc on serait fixé sur une seule et même utilisation d'objet, ou alors potentiellement, pourquoi pas, ça serait une incapacité de générer des règles complexes. Donc ces 4 propositions-là, qui sont déjà 4 propositions. Donc ces 4 propositions-là sont déjà très différentes, et ce sont 4 propositions que j'ai choisies personnellement parmi tout un tas d'explications potentielles, et il n'y en a aucune qui ressort le plus, hein. Il y en a même d'autres qui sont peut-être plus probables que celles que j'ai citées, j'en sais rien, parce que je sais pas, en fait, les scientifiques ne le savent pas. Et donc, comme on ne sait même pas pourquoi est-ce que la flexibilité mentale dysfonctionne, bah on sait même pas comment ça fonctionne en fait la flexibilité mentale. C'est bête à dire, mais voilà, du coup bah, les mécanismes je ne vais pas pouvoir en présenter parce qu'on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Bon et puis en plus de toute façon on sait même pas définir la flexibilité mentale, donc à partir de là essayer de trouver un mécanisme. Par contre, je peux quand même essayer de vous dire 2-3 choses sur son fonctionnement, son origine, du moins ce qu'on pense de ça. Une première chose déjà, c'est qu'on considère que la flexibilité mentale se base sur plusieurs mécanismes pour fonctionner, et notamment elle dépendrait de l'inhibition et de la mémoire de travail. L'idée, eh bien, c'est que pour changer de représentation mentale sur un objet ou sur une règle ou je ne sais quoi, eh bien, il va falloir inhiber l'ancienne représentation mentale qu'on a, enfin, la représentation passée qu'on a, et puis créer, activer une nouvelle représentation mentale, et tout ça, eh bien, ça correspond respectivement à de l'inhibition et de la mémoire de travail. C'est par exemple ce qui permettrait d'expliquer comment est-ce qu'on est capable de prendre une perspective d'autrui, ou une autre perspective. On inhiberait sa perspective passée, celle d'il y a 5 secondes, pour en réactiver une nouvelle. C'est quelque chose qui est très important pour forcément les relations sociales, les relations humaines. C'est un phénomène qui serait du coup à la base, en partie du moins, de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité qu'on a de pouvoir projeter des représentations mentales sur autrui, ou alors sur soi-même. C'est un processus qui est très important parce que ça permettrait par exemple de déduire les pensées d'autrui dans un contexte spécifique par exemple, ce qui est très important du coup dans les relations sociales, et surtout dans les relations sociales de bonne qualité. Ainsi, pour faire un raccourci, qui est peut-être un peu faux, on sait pas trop, eh bien c'est que la flexibilité mentale nous permettrait in fine d'avoir des relations sociales saines et de bonne qualité. Enfin, c'est vraiment une extrapolation sur la théorie, toujours est-il que ça tient la route. Et puis forcément, hein, la théorie de l'esprit a besoin de beaucoup de mécanismes pour qu'elle apparaisse, et donc forcément en plus de ça, pour les relations sociales, et surtout pour avoir des relations sociales de bonne qualité, ça demande plein de choses, donc c'est beaucoup plus complexe que simplement venir de juste une flexibilité mentale, hein. Il y a plein de processus impliqués là-dedans. Une autre chose qui semble plus ou moins admis, c'est que les aires cérébrales qui sont impliquées, ou du moins seraient impliquées dans la flexibilité mentale, seraient également impliquées dans la compréhension verbale et la vitesse de traitement, ainsi qu'une autre fonction exécutive qui est la mémoire de travail. L'idée derrière ça est relativement simple, c'est que tous les processus cognitifs de haut niveau, entre guillemets, où toutes les fonctions exécutives sont situées au même endroit, qui est le lobe frontal, et c'est ultra complexe, ça se mélange de partout, il y a des connexions entre tout, donc c'est vraiment un réseau très complexe, et donc ça se passerait là-dedans, quoi. C'est globalement aussi un souci en neurosciences et neuropsychologie, c'est que comme la définition de la flexibilité mentale n'est pas claire ni consensuelle, les tests qu'on utilise en neurosciences pour observer le cerveau pendant telle activité, on ne sait pas réellement si ces tests évaluent de la flexibilité mentale, et si en plus c'est bel et bien le cas qu'ils le feraient, c'est pas dit, ou c'est même très peu probable du coup, qu'il évalue de la flexibilité mentale de manière pure, c'est-à-dire uniquement de la flexibilité mentale et pas un autre chose comme, je sais pas, mémoire de travail par exemple. Et de manière générale, cette question-là se pose aussi pour la mémoire de travail et l'inhibition,
et aussi pour d'autres processus, mais c'est particulièrement le cas pour la flexibilité mentale, vu que vraiment là on ne sait pas du tout comment ça se passe réellement, quoi. En termes de tests, du coup, comme je viens de vous le dire, c'est compliqué, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas quelques pistes, ou du moins quelques tests qui sont utilisés comme étant censés évaluer la flexibilité mentale. Même si évidemment tout ça est sujet à beaucoup de controverses et de débats. La conséquence de ce débat, c'est que forcément, comme on n'a rien qui est consensuel, donc on a beaucoup de définitions possibles de la flexibilité mentale, donc on a aussi beaucoup de tests qui sont censés évaluer la flexibilité mentale. Le truc, c'est qu'en vrai, dedans, il y en a forcément qui le font pas et que d'autres le font beaucoup mieux, et encore, ça c'est même pas dit déjà. Mais bon, il y a quand même des trucs qui reviennent assez souvent. Typiquement, on a des tests assez simples, c'est ce qu'on appelle de la fluence verbale ou catégorielle. La fluence verbale, c'est assez simple, hein. Vous avez 1 minute pour me dire le plus de mots qui commencent par une lettre. La fluence catégorielle, à l'inverse, vous me dites le plus de mots en 1 minute qui appartiennent, par exemple, à une catégorie, je sais pas moi, les animaux, les légumes, des outils, etc., etc. La flexibilité mentale ici, elle servirait à quoi ? Elle servirait à changer d'idée pour aller sur d'autres mots. On ne resterait pas bloqué sur les mots entre guillemets les plus communs, ça nous permettrait ainsi d'aller sur des mots un peu plus rares, en tout cas d'un point de vue probabilité de sortie dans ce type de test-là. Un autre type de test qui est un peu en lien avec ça, je ne sais pas si ça a un nom exactement. En fait, l'idée est tout simple, je vous donne un objet et vous avez en 1 minute, vous devez me dire le plus de possibilités d'utilisation de cet objet. Ça demande là aussi de la flexibilité parce que il va falloir imaginer des possibilités et surtout ça demande du coup de changer de représentation d'objet pour être créatif entre guillemets. Et enfin, une dernière possibilité de test, c'est ce qu'on appelle le Wisconsin Card Sorting Test. Le principe est assez simple, vous avez des cartes sur lesquelles on retrouve des symboles qui sont des formes géométriques, et ces formes géométriques, elles peuvent avoir différentes formes, et sur chaque carte, vous pouvez avoir potentiellement plusieurs formes géométriques, de 1 à 4 formes géométriques par exemple, ces formes géométriques étant toujours identiques sur la même carte, mais variant entre les différentes cartes. Votre tâche est relativement simple, donc vous devez trier et classer les cartes en fonction d'une caractéristique. Par exemple, vous avez le droit de les classer en fonction de leur forme, et donc de dire, vous mettez un paquet avec tous les losanges, une autre avec tous les ronds, l'autre avec que des carrés, etc., etc. Et vous êtes donc avec un expérimentateur ou un psychologue ou autre, lui il va vous faire un feedback, un retour, et vous dire si votre classement est correct ou pas. En fait, on n'a pas de règles spécifiques, explicites, c'est l'expérimentateur, le psychologue, qui va vous le dire. Et cerise sur le gâteau, ces règles peuvent changer en fonction des bien vouloir, entre guillemets, de l'expérimentateur ou du psychologue. L'idée est donc que, par exemple, si au tout début c'est correct de trier les cartes en fonction de leur forme, peut-être qu'à un moment c'est plus correct, et donc va falloir changer le classement pour, par exemple, je sais pas, trier les cartes en fonction du nombre de formes géométriques qu'il y a dessus, donc dire je fais un tas avec que les cartes qui ont une forme géométrique, un autre tas avec que 3 formes géométriques, d'autres 5, 4, etc., etc. Bref, vous avez l'idée. Et donc, nécessairement, comme il faut changer de classement, ça demande de la flexibilité mentale et ça demande de ne pas rester bloqué sur une seule possibilité, une ou deux même possibilités, et d'aller voir sur autre chose, sur les couleurs ou ce genre de choses. Bon, comme je vous ai présenté différents tests, et que en plus de ça, pour être honnête avec vous, j'ai pas réellement d'idée sur quoi faire pour vous tester, je vais pas vous tester du coup. Je suis vraiment désolé, mais j'ai aucune idée de comment vous évaluer de cette manière-là, juste sur une vidéo, et sur quelque chose de relativement pur. J'ai que des idées, mais qui impliquent d'autres fonctions exécutives, l'inhibition ou la mémoire de travail, donc c'est pas pratique. Je vois pas l'intérêt de le faire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la flexibilité mentale, c'est-à-dire pas grand chose en vrai, je suis désolé, je suis désolé.
l'état de l'art actuel fait que on ne sait pas du tout en réalité de quoi on parle quand on parle de flexibilité mentale. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué de dire des choses sur les mécanismes et aussi sur les tests. Donc je suis un peu désolé, voilà. Moi aussi je suis très frustré parce que ça fait depuis la licence que j'avais pas étudié les fonctions exécutives. Donc voilà. Et puis du coup, cette fin de vidéo signe aussi la fin de la mini-série sur les fonctions exécutives. Si vous aussi ça vous a intéressé de parler de tout ça, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi ça me permettrait de connaître votre avis sur la question. Et puis si jamais ça vous a plu aussi, pensez au petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Si jamais aussi ça vous a plu et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous découvrez la chaîne avec cette mini-série, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne, hein, voilà, et puis si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner forcément. Et puis moi je crois que je vous ai tout dit, on se dit à une prochaine, je sais pas si ça va être sur le dossier du cerveau, si ça va être sur comment maintenir en forme ces fonctions exécutives. Je sais pas du tout mon programme, et puis mais c'est pas grave, hein, on fera bien ce qui me chantera. Et puis j'arrête de vous parler, parce que je pense que je vais en saouler certains. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.